Bonjour à tous. Ici, effectivement, c'est pas la première fois, c'est toujours un plaisir, mais pas dans ces conditions. Sachant que j'ai des lunettes et que je suis incapable de parler sans mettre de la buée, donc je ne vois pas mes fiches, donc je vais devoir m'en dispenser. En revanche, comme j'ai une carafe d'eau, je peux me servir de l'eau. Donc je peux enlever mon masque. Oui. Sinon, comment boire? Merci. Donc je risque d'avoir très soif. Merci. Vous êtes testé? Je me suis testé également ce matin. Je vais le remettre, hein, juste le temps de boire mon verre d'eau. Donc on a convenu d'un sujet, j'ai hésité longtemps. Comme j'interviens une petite heure, je me suis proposé de revenir à un des philosophes qui m'avait donné le goût de la philosophie à votre âge. L'élan premier, et c'était aussi une manière pour moi de revenir à mes premières amours, même si maintenant je m'en suis un peu éloigné, mais c'était lui qui, d'une certaine manière, pour moi, avait incarné la figure du philosophe, à savoir Gilles Deleuze. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, mais vous trouvez même des interviews filmées, c'est un des premiers à avoir fait ça. Ça s'appelle l'abécédaire. Il porte un chapeau. Il a une main où il laisse pousser ses ongles, il se gratte comme ça. Voilà, une sorte de personnage comme ça qui me fascinait. Et donc, c'était aussi lui qui m'avait donné ce goût pour la philosophie. Donc, je voulais aussi, peut-être en parler. De façon transversale, vous allez rencontrer des notions que vous avez travaillées par ailleurs. Et je vais parler vous allez le voir, de l'idiotie. Parce qu'il en fait quasiment un concept, et pour lui, l'idiot, c'est une figure assez noble, qu'il a anobli, mais il n'est pas le seul. Lisez Dostoïevski, l'idiot, c'est le prince Mishkin. Et d'une certaine manière, il y a un personnage philosophique qui lui plaît, qui s'appelle l'idiot philosophique, et qui remonte à Socrate. Donc ce sera l'occasion pour moi d'en parler. Alors, l'une des thèses de Deleuze va contre un postulat, si je puis dire, qui remonte au grec, qui n'a jamais été contesté, qui va vous concerner, qui concerne le rapport entre la pensée et la vérité. C'est-à-dire que voilà ce qu'il s'agit de contester. Et, à l'époque, je m'accordais avec lui. C'est ce postulat qui consiste à dire que nous avons une affinité naturelle avec le vrai, avec la vérité. Que spontanément, nous sommes tournés vers le vrai. Il suffit de vouloir sincèrement rechercher la vérité pour la trouver. Et un bon élève, si tant est qu'il ait un peu de bonne volonté, doit réussir ses études. C'est comme une sorte de tropisme où l'homme, lorsqu'il est laissé en quelque sorte à sa propre tendance, nature, se tourne un petit peu comme les tournesols vers le soleil, vers le vrai. Donc ça, c'est ce qu'il appelle une image de la pensée qui a toujours été et qui continue à être la vôtre. Ça veut dire que, vous le verrez, on considère toujours que l'élève, si tant est qu'il a un peu de bonne volonté et de méthode, peut réussir ses études. J'y crois pas trop. D'ailleurs, j'ai été moi-même à un certain moment mauvais élève, donc je sais ce que c'est. C'est pour ça que parfois je m'adresse aussi aux derniers de la classe. Et qu'il ne suffit pas forcément toujours de vouloir réussir, de vouloir le vrai pour l'atteindre. Alors, je vous cite Gilles Deleuze. Donc voilà, c'est un philosophe du XXe siècle français, qui a été effectivement une de mes premières lectures. Comment vous le présentez? Non, j'en ai assez dit. Voilà, il portait un chapeau. Il était un peu excentrique. Il s'est jeté par la fenêtre, il ne faut pas le faire. Mais pour des raisons de santé. Il n'arrivait plus à respirer. Le malheur, c'est qu'après, il y a 2 disciples qui ont fait pareil. Donc, faut pas suivre non plus les philosophes dans tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils disent. Il faut garder votre esprit critique, ce à quoi vos professeurs vous servent. Néanmoins, je partirai d'une de ces citations que vous trouvez dans Proust et les signes, qui résume ce que je viens de dire. Le philosophe présuppose volontiers
que l'esprit en tant qu'esprit, le penseur en tant que penseur, veut le vrai, aime ou désire le vrai, cherche naturellement le vrai. Il s'accorde à l'avance une bonne volonté de penser. Toute sa recherche, il la fonde sur une décision préméditée. Et ne serait-ce que même la définition qu'on donne de l'homme chez les Grecs, comme étant un animal doué de raison, doué de parole, présuppose déjà que l'essence de l'homme, c'est de penser. Que c'est là qu'il est véritablement homme, lorsqu'il s'élève jusqu'aux idées, pour parler comme Platon. L'esclave travaille, et d'une certaine manière, il est contrarié dans sa propre nature, et seul l'homme libre peut, si je puis dire, remplir sa fonction en exerçant sa pensée. Et c'est pour ça qu'il ne travaille pas. Que pour lui, par exemple, pour un grec, ce serait aberrant de penser que là, vous êtes en train de travailler. L'école, ça vient du mot grec skolé, qui veut dire loisir. Donc pour un grec, là, ce que vous faites, c'est quelque chose qui, si je puis dire, correspond à votre nature, qui est, au fond, d'être tourné vers la contemplation du vrai. Donc on veut croire, et c'est ce que dit Deleuze, que notre orientation constitutive, originaire, c'est, si je puis dire, de savoir, d'apprendre, de connaître. Et que nous sommes naturellement bien orientés vers la vérité. On peut même peut-être un peu compliquer les choses, mais vous trouvez cette idée-là partout. Vous prenez Descartes, première partie du discours de la méthode, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. C'est de dire d'une certaine manière que tout le monde a les facultés d'atteindre le vrai s'il le désire. Alors Deleuze rappelait justement que c'était d'ailleurs plutôt une vieille plaisanterie que cette phrase, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, puisqu'il rappelait que, comme le disait Descartes, on peut regretter de manquer de mémoire, de ne pas avoir assez d'imagination, etc. Mais il y a peu de personnes qui regrettent de ne pas avoir assez de bon sens, d'intelligence. Comme le dit Coluche, précisément parce que c'est avec ça qu'on en juge. Donc on ne peut pas, si je puis dire, s'estimer dépourvu d'intelligence, puisque c'est par l'intelligence elle-même qu'on juge si on en manque ou pas. Donc on se croit toujours suffisamment bien pourvu. Autrement dit, si on désire le vrai, si on désire apprendre, eh bien, d'une certaine manière, on est quasiment assuré de l'atteindre. Donc voilà, ça c'est une certaine image de la pensée qui nous est tous accordée et qui va s'agir de contester avec Deleuze. Descartes précisait que la volonté ne suffit pas, il faut aussi de la méthode. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, mais il précisait, mais le principal est de bien l'appliquer. Donc lui, il vous proposait aussi une méthode. Ça veut dire que si vous faites ça avec méthode, vous êtes sûr de pouvoir l'atteindre. Et ce qui est assez étonnant, c'est que effectivement, maintenant, voyez vos bulletins scolaires et les commentaires qui sont laissés par vos professeurs, c'est les deux seules choses qui vous seront reprochées éventuellement. De manquer de volonté ou de manquer de méthode. Rien d'autre. Parce qu'on vous dit toujours capable de pouvoir, si je puis dire, bien travailler et atteindre le vrai si tant est que vous le souhaitez. C'est-à-dire que les commentaires que j'ai pu, moi, avoir à mon époque, jamais on n'oserait maintenant les faire. Beaucoup de bruit, mais peu de lumière. Ça, vous ne trouverez pas. Alors, il y avait, je crois que c'est dans un film, avec Gérard Gamblin, c'est à toucher le fond, mais creuse encore. Bon, vous ne le trouverez pas. C'est-à-dire en disant, voilà, il est incapable, incompétent, manque d'intelligence. Non. Ce qu'on vous reproche toujours, c'est soit de la volonté, soit des méthodes. Comme si je puis dire, par principe, vous étiez capable. Deleuze, c'est ce qu'il va contester, cette image de la pensée-là, qui nous semble naturelle et qui ne l'est pas. Parce que tout le monde sait bien, c'est ce que Deleuze va nous rappeler, que nous pensons rarement, que les hommes pensent rarement, et quand ils pensent, c'est plutôt sous l'effet d'un choc que dans l'élan d'un goût. C'est-à-dire que aimer le vrai, c'est ce qu'il va nous rappeler, moi c'est ce qui m'avait plu quand j'avais 18 ans, n'a rien de naturel, n'a rien de spontané.
et qu'au fond, il n'y a aucune raison de se mettre à penser, il n'y a aucune raison de se mettre à apprendre si rien ne nous y force. Hein, on le sait, travailler c'est pénible, l'effort est pénible, les résultats souvent qu'on obtient sont bien maigres par rapport à l'effort que nous avons fourni. Donc le plus souvent, il faut reconnaître que nous l'évitons. Il y a une sorte de paresse native qui fait qu'on va toujours vers notre pente de moindre résistance. Et c'est peut-être d'ailleurs l'erreur aujourd'hui de certains de nos pédagogues que d'avoir cru ou d'avoir voulu faire du savoir une récréation, ou d'avoir voulu rendre le savoir récréatif. Parce que je pense qu'en cette matière-là, nous ne pouvons pas rivaliser avec les institutions de divertissement. Et qu'entre une PlayStation et Platon, l'affaire est vite réglée. Sega, c'est plus fort que toi, très, très, très clairement. Et qu'on ne peut pas rivaliser si on parle du savoir en termes de plaisir ou de goût spontané. Donc, je n'ai jamais véritablement été convaincu par cette idée-là que nous serions naturellement désireux d'apprendre, désireux de savoir. Et apprendre en s'amusant, quelle erreur. Donc, il faut bien s'entendre. Deleuze rajoute, évidemment, l'homme a la faculté de penser, mais ce n'est pas pour autant qu'il en est capable. C'est-à-dire que la faculté de penser, il nous dit, c'est une possibilité que nous avons, mais ce n'est pas forcément une capacité. C'est-à-dire qu'il ne dépend pas de nous de penser, de vouloir le vrai, de le chercher. C'est une possibilité, mais si je puis dire, voilà, qui ne relève pas d'une décision volontaire. C'est pour ça qu'on peut très bien dire face à un mauvais élève, travaille, un peu d'effort, tu y arriveras. C'est évidemment pas que là, c'est pas là que les choses se jouent. Le ressort est tout à fait ailleurs. Et j'en viens à la question de l'idiotie et de la bêtise, hein, ce dont il parle. Il en a fait quasiment des concepts. Pourquoi ça se joue ailleurs? Parce que d'une certaine manière, voilà, la thèse de Deleuze, c'est qu'initialement, nous sommes naturellement bêtes. Il y a une bêtise native. Alors, il ne s'agit pas du tout de vous accuser, puisque l'homme l'est en général. Je le suis tout autant que vous. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de paresse qui fait que nous ne pensons pas tant que rien ne nous y force. Et là, il le fait dans sa thèse, publiée en 68, Différence et répétition. Il le répète dans l'abécédaire. Il fait une sorte de petite histoire de la vérité que je vous récapitule. Mais selon les siècles, la vérité n'a jamais été tout à fait comprise de la même manière. Et l'antonyme, ce à quoi s'oppose la vérité, n'a jamais été toujours la même. Et il va voir que lui, le constat de la vérité, c'est la bêtise. Mais je m'explique. Je vous refais cette petite histoire telle qu'il l'avait lui-même esquissée. Prenez les Grecs, tels que vous l'apprenez aussi en classe de terminale, Platon, mais aussi tous les autres. Le contraire de la vérité, c'est quoi? C'est le terme grec le dit, aletheia. A, c'est un A privatif, l'été, c'est l'oubli. C'est-à-dire que, initialement, pour un grec, la vérité, c'est ce qui luttait contre l'oubli. C'est-à-dire que le pire ennemi de la pensée, pour un grec, c'était l'oubli. C'est que les choses tombent dans l'oubli. Il y avait évidemment Homère, les poètes. C'est-à-dire que c'était des gens de mémoire. C'est ceux qui étaient capables de pouvoir rassembler dans la mémoire les choses, si je puis dire, qui étaient dignes d'être connues et chantées. Et vous trouvez ça jusqu'au thème de la réminiscence chez Platon. C'est-à-dire que la pire chose pour un grec, c'était de tomber dans l'oubli. Raison pour laquelle il ne faut pas s'étonner que les Grecs aient aussi inventé l'histoire comme science. Je vous cite les premiers mots du premier livre d'histoire par Hérodote, qui est le premier historien, et voilà ce qu'il disait. Hérodote d'Halicarnasse, c'est lui-même, présente ici les résultats de son enquête. Et il va ici raconter la guerre entre la Perse et les Grecs. Présente ici les résultats de son enquête afin que le temps n'abolisse pas les travaux des hommes et que les grands exploits accomplis soit par les Grecs, soit par les barbares, ne tombent pas dans l'oubli. Donc vous voyez, ça, c'était vraiment la manière dont les Grecs pouvaient comprendre la vérité. Cela même, si je puis dire, qui était digne de mémoire. Allons, faisons un saut dans le passé. Au XVIIe siècle, le contraire de la vérité, c'était plus l'oubli, c'était l'erreur. Vous prenez Descartes, vous prenez Malebranche, vous prenez Spinoza. La pire chose pour la pensée,
Ce contre quoi il fallait lutter, c'était l'erreur. Ne pas tomber dans l'erreur. Et c'est pour ça qu'à l'époque, il y avait beaucoup de traités de méthode. Enfin, qu'il s'agissait, si je puis dire, de ne pas s'égarer. Erreur, errer, sortir du chemin. Voyez, méthode, ça vient de méthodos en grec, qui veut dire chemin. Donc en un sens, quand on vous donne une méthode, on vous donne un chemin à tracer, balisé, que vous avez à suivre. Et quand vous tombez dans l'erreur, si je puis dire, vous tombez à côté. Donc ça, c'était, si je puis dire, vraiment, en gros, l'antonyme de la vérité à cette époque. Deleuze nous dit, au XVIIIe siècle, l'ennemi change. On s'aperçoit qu'il y a bien pire que l'erreur. Que l'erreur, finalement, c'est quand même pas grand-chose. Je veux dire, comme le dit Deleuze, que Socrate voit de loin Théodore et se trompe en croyant voir Théétète, c'est une erreur, c'est pas bien grave. Et même vous, quand vous vous trompez, vous regardez sur Wikipédia, vous corrigez, c'est pas ça, si je puis dire, qui blesse la pensée. C'est pas très grave de se tromper. Et même dans vos copies, lorsqu'il y a des erreurs, si je puis dire, c'est pas la chose, si je puis dire, qui va menacer le plus la pensée elle-même. Au XVIIIe siècle, c'est le siècle des Lumières, il y a quelque chose qui est bien pire, c'est l'illusion. Et le contraire de la vérité, ce sera l'illusion. Il va s'agir de se battre, de lutter contre toutes les sortes d'illusions, de superstitions, de croyances, qui est, si je puis dire, un ennemi beaucoup plus interne à la pensée, parce que c'est quelque chose que la pensée elle-même génère, dans laquelle la pensée se complaît. L'illusion, on aime s'y complaire, voyez, comme dans les superstitions, les croyances. C'est quelque chose, si je puis dire, qui n'est pas externe à la pensée, mais interne, et il s'agit de lutter contre elle. Ce sera Voltaire, ce sera Diderot, ce sera Rousseau. C'est toutes les siècles de lumière, il s'agit vraiment donc de se battre contre un ennemi beaucoup plus interne. Et puis, Deleuze nous dit, au 19e, il y a pire encore, alors peut-être que ça coïncide avec l'arrivée du bourgeois, peu importe, mais l'ennemi à abattre, c'est la bêtise, c'est le bête. Vous prenez Flaubert, Baudelaire, Léon Bloy, tous ces écrivains-là vont avoir simplement un seul adversaire, contre quoi précisément ils vont lutter, au nom de la vérité, c'est la bêtise. Dictionnaire des idées reçues de Flaubert, Boulevard et Pécuchet, etc. Et là, ça correspond beaucoup plus à ce que Deleuze considère comme étant la pire chose, parce que là, c'est pas du tout un sens erroné, c'est pas du tout un sens qui serait une illusion. La bêtise, c'est le non-sens, c'est l'absence de sens. C'est-à-dire que le contraire, si je puis dire, du vrai, c'est le non-sens. C'est le non-sens de la pensée. Donc Deleuze nous dit que rapporter la vérité à l'erreur, c'est ce qu'on fait d'ordinaire, mais c'est au fond avoir, si je puis dire, une pensée assez, ou une conception assez... c'est presque le degré zéro de la pensée. C'est considérer vraiment que la pensée, c'est du type QCM, question-réponse, ou question pour un champion, enfin je ne sais quoi. Et heureusement, peut-être que Internet, d'ailleurs, maintenant, nous prémunit contre ça. Je veux dire que s'il y a une figure qui doit maintenant désormais disparaître, ce sera la figure de l'érudit. Maintenant, n'importe qui, avec un téléphone, un smartphone, peut rivaliser avec le plus érudit de la famille. Il tape la chose sur son iPhone et a la bonne réponse. Et d'une certaine manière, c'est pas ça, en quelque sorte, voilà, qui menace la pensée. Finalement, c'est pas très grave. Je vous cite Deleuze. Et ça nous concerne autant vous que les professeurs. Dans Différences et répétitions. Déjà, les professeurs savent bien qu'il est rare de rencontrer dans les devoirs, sauf dans les exercices où il faut traduire proposition par proposition, ou bien produire un résultat fixe, type QCM, des erreurs ou quelque chose de faux. Mais des non-sens, des remarques sans intérêt, ni importance, des banalités prises pour remarquables, des confusions de points ordinaires avec des points singuliers, des problèmes mal posés ou détournés de leur sens, tel est le pire et le plus fréquent, pourtant gros de menaces, notre sort à tous. Donc dans les devoirs, effectivement, ce qu'on va vous reprocher, c'est absolument pas d'avoir commis des erreurs, mais parfois d'avoir dit des banalités. Et des vérités sont parfois banales. Mais on serait presque à vouloir de vous que vous vous trompiez, mais avec élégance. Vous voyez. Parce que c'est peut-être ici que la pensée peut être déjà plus présente. Donc, la pensée,
est naturellement bête. Pourquoi? Parce que le plus souvent, on se contente de ce qu'on a et de ce qu'on sait. Au sens où, c'est ce que dit Deleuze, et au fond, c'est un peu une confession que je vous fais, c'est que moi, il y a un moment où j'ai été, où je suis toujours d'ailleurs peut-être, bête, c'est-à-dire paresseux. Bête, c'est simplement dire que nous sommes naturellement d'abord dans un état de torpeur. Si rien ne nous y arrache, nous sommes naturellement dans un état de torpeur, dans un état, on pourrait dire, végétatif. C'est-à-dire que notre pensée ne s'exerce pas si rien ne nous y force. L'idée de Deleuze, c'est que la recherche de la vérité, ou la pensée, se fait de façon violente. La violence, pour un grec, c'est ce qui est contre nature. Donc c'est le contraire de ce que nous disions auparavant. Loin que nous pensions naturellement, on ne pense que sous la violence d'un coup, d'un traumatisme, d'un événement, d'une rencontre, enfin quelque chose, si je puis dire, qui nous vient du dehors, et en quelque sorte qui vient ébranler la pensée et la mettre en mouvement. Bref, voilà l'idée de Deleuze, qui fait que précisément la seule chose pour sortir de la bêtise, de notre torpeur initiale, c'est précisément une force violente qui s'exerce contre nous. Deleuze dit, la pensée ne pense pas tant que rien ne la force. Donc elle a besoin de recevoir une impulsion du dehors qui la violente, qui la mette en mouvement, qui la force à penser. Et dont le penseur, le plus souvent, ne veut pas. Ça veut dire que d'une certaine manière, penser ou rechercher la vérité, c'est une recherche toujours involontaire. Le plus souvent, on voudrait, si je puis dire, s'en dispenser. Parce que c'est douloureux de penser, c'est fatigant. Et si rien ne nous y force, si je puis dire, eh bien, naturellement, nous l'éviterions. Donc c'est de l'ordre de ce que dit Deleuze, de l'ordre de la rencontre. C'est une rencontre qui se fait avec le dehors. C'est un événement, c'est une rencontre. Et c'est cela qui nous force à penser. Alors il peut prendre plein d'exemples. Vous pouvez aussi trouver vous-même des exemples. Ça peut être un traumatisme qui a été vécu enfant. Une scène de violence à laquelle vous avez pu assister. Ça peut être une rencontre avec un homme, une femme. Ça peut être une rencontre avec une œuvre d'art, un tableau. Ça peut être un livre. Bref, quelque chose, si je puis dire, qui vous a ébranlé. Autrement dit, pour Deleuze, le début de la pensée, c'est ce qu'il appelle l'idiotie. C'est-à-dire tout d'un coup, justement, quand on a été ébranlé. C'est-à-dire que là, de bête qu'on était, on devient idiot. On se met, si je puis dire, en mouvement, on se met à penser. On croyait tout savoir, et c'est pour ça qu'on se dispensait d'apprendre. Et on devient idiot. Alors justement, pour Deleuze, c'est pas la même chose. La bêtise et l'idiotie, c'est même le contraire l'un de l'autre. On pourrait dire cela de la manière suivante. L'homme bête, le bête, c'est celui qui croit savoir sans savoir qu'il croit. Ou qui se dispense de chercher ou d'apprendre précisément parce qu'il est dans la situation de celui qui pense déjà tout savoir. Et d'ailleurs, c'est notre danger aujourd'hui, puisque le savoir est à disposition. Avec Wikipédia, avec Internet, d'une certaine manière, on se demande pourquoi on aurait à apprendre tout ça, puisque tout a été externalisé et à disposition d'un simple clic. Donc la bêtise, si je puis dire, elle nous guette toujours, puisqu'on est là. Et le savoir, c'est un avoir. On l'a avec nous. Et en un sens, on pourra effectivement le mobiliser à volonté d'un simple clic. Eh bien, de cette figure-là, il s'agit d'en sortir en se disant, et c'est ce que dit l'idiot, l'idiot, c'est celui précisément qui ne sait pas ce que tout le monde sait. C'est le contraire. On va dire l'homme bête, c'est celui qui croit savoir ce qu'il ne sait pas. C'est notre situation première. Et l'idiot, c'est exactement le contraire. C'est celui qui ne sait pas ce que tout le monde sait ou ce que tout le monde croit savoir. Dans une classe, l'idiot, c'est celui qui dit toujours « Pourquoi ? Attendez, je ne comprends pas. » En plus, qui embête tout le monde. Expliquez-moi. Ça, c'est celui qui fait l'idiot. Eh bien, pour Deleuze, il y a une certaine noblesse dans ce geste-là, puisque c'est précisément à ce moment-là qu'on commence à se mettre sur le chemin
de l'apprentissage. C'est vraiment le commencement de la pensée. On peut évoquer 3 figures de l'idiotie. Socrate, d'abord. Socrate, qui était en lutte contre les sophistes, c'est-à-dire ceux qui prétendaient savoir, qui seraient pour Deleuze l'illustration de l'homme bête par excellence. Celui qui prétend savoir, eh bien le philosophe, c'est celui qui aime le savoir, mais qui prétend pas l'avoir. Et en cela, il se rapproche davantage de la figure de l'idiot. Et tout le rôle de Socrate, c'était de rendre les gens idiots. C'est-à-dire, au fond, de les étonner. Étonner, c'est comme un coup de foudre qui tombe sur soi et qui fait que tout d'un coup, là même qu'on croyait savoir, on s'aperçoit qu'on l'ignore. Et c'est tout le travail de Socrate, de son ironie, que d'aller interroger les personnes les uns après les autres. Je crois que vous avez vu au théâtre l'apologie de Socrate. Et ce dont on l'accusait, ça veut dire que lui, dont on disait qu'il était savant, il n'en croyait rien, s'est mis à déambuler dans les rues d'Athènes et à interroger chacun sur ses compétences prétendues. L'un était homme de loi, il disait « Mais alors qu'est-ce que la justice, qu'est-ce que la loi ?» Et chemin faisant, dans le dialogue, Socrate le mettait ou l'empêtrait dans ses propres contradictions, jusqu'à conduire l'homme de loi devant sa propre ignorance. C'est-à-dire, tout d'un coup, il était étonné, ébahi, rendu littéralement idiot. Et Platon comparait Socrate à un poisson torpille, qui littéralement foudroyait son interlocuteur. L'étonnement, il faut l'entendre comme ça. C'est vraiment quelque chose qui vous foudroie, vous rend littéralement d'abord idiot. Et tel était, au fond, le rôle de Socrate. D'ailleurs, lorsqu'il, vous prenez le tête-à-tête, lorsqu'il se définit par rapport aux prétendus savants, aux sophistes, il se dit idiotesse. Alors les traducteurs disent non spécialiste. Moi je ne suis pas spécialiste. Le terme grec c'est idiotesse. Et justement c'est un terme qui va être pris. Donc Deleuze n'invente pas le mot. C'est un terme d'abord qui est grec, qui veut dire privé, particulier, mais c'est aussi celui qui se dit pas spécialiste des choses. Et en latin ça va donner la figure de l'idiota. Il y a Nicolas de Cuse qui a fait un dialogue de l'idiot, qui va reprendre le personnage socratique et qui va en quelque sorte réinventer ce personnage-là en montrant que, plus important que les livres, il y a le grand livre de la nature. Ou plus important que les livres, il y a le grand livre de Dieu. Et qu'il s'agit de retourner, si je puis dire, à l'expérience immédiate. Et que, d'une certaine manière, le savoir livresque est une enflure qui n'arrête pas de grossir et qui s'interpose entre moi et les choses. Et que la figure de l'idiot, c'est celui qui va, en quelque sorte, vouloir critiquer et non pas brûler les livres, mais les mettre de côté pour pouvoir avoir accès directement au savoir. Parce que le savoir, c'est quelque chose qui doit être le fruit d'un goût, d'un gai savoir, pour parler comme Nietzsche. Le latin dit savoir, c'est sapere, ça veut dire aussi goûter, savourer. Voilà. Et c'est ce qu'on oublie à force de nous accabler de livres. Donc la figure de l'idiot chez Nicolas de Cuse servait aussi à ça, à revenir, si je puis dire, à apprécier le livre directement de la nature. Descartes, c'est pareil. C'est aussi une certaine figure de l'idiot, lui qui s'est mis à douter de tout. Je ne sais pas si vous l'avez déjà étudié, mais c'est celui qui, au sortir de l'école, il était premier de la classe, il a fait tout ce qu'on lui avait demandé de faire, il a satisfait à ses parents, et il s'aperçoit qu'en sortant de la grande école La Flèche, il n'en savait pas plus après qu'avant. Et que d'une certaine manière, ses maîtres ne lui avaient pas forcément donné la vérité qu'ils lui avaient promise. Et donc, il va se mettre à douter de tout. Et donc à faire l'idiot. C'est-à-dire, au fond, à remettre en cause aussi le savoir pour pouvoir le réinventer. Donc là aussi, on a une figure de l'idiot philosophique à travers cette manière de douter radicalement de tout, tel que se l'est proposé Descartes. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste. Voilà, très bien. Parce que c'est bien de poser des questions après. Donc là, j'ai donné quelques exemples. On pourrait en trouver d'autres. Deleuze va même dire que l'idiot russe
est encore plus fou que les autres. Lisez Dostoïevski pour vous en apercevoir. Là, on a atteint un niveau de philosophie critique bien plus grande encore. Mais je me contenterai de ces trois figures-là. Donc vous voyez, l'idée ici, c'est qu'il ne suffit pas de vouloir le vrai pour le pouvoir. Encore une fois, il faut que la pensée soit mise en branle, soit violentée, qu'une rencontre ait lieu, en quelque sorte, qui nous mette en mouvement, en quelque sorte. Nous sommes d'abord dans une certaine inertie, une paresse native, qui a besoin d'être mise en mouvement du dehors, pour être mise en mouvement, exactement comme une pierre ne roule que lorsqu'on la pousse. Et tant qu'elle n'est pas poussée, je peux dire, eh bien, elle restera toujours à l'état de repos. Donc cet événement-là, c'est ça le plus étonnant, c'est pas quelque chose que l'on comprend d'abord. C'est-à-dire que si nous sommes idiots, c'est que la chose qui nous force à penser, c'est précisément cela qu'on ne comprend pas. Il y a quelque chose, une scène, une violence, une œuvre d'art absolument sublime, qui, si je puis dire, nous stupéfait à ce point qu'on ne la comprend pas du tout. Et c'est précisément cela qui nous donne envie de connaître, d'apprendre. C'est le point obscur. C'est la chose précisément qui nous stupéfait à ce point qu'on voudrait la connaître. Et d'ailleurs, c'est ce qui, moi, m'a fait aimer la philosophie. C'est que quand j'ai ouvert un livre de philosophie, j'y comprenais rien. Je veux dire, c'était pas l'alphabet, c'était des hiéroglyphes. Et le plaisir que j'avais, c'était, d'une certaine manière, de vouloir m'y introduire en cherchant à déplier le monde qu'il semblait promettre. Vous voyez, c'est quelque chose qui était comme une sorte d'énigme qu'il s'agissait de pénétrer. Ça veut dire qu'on ne pourra rentrer dans la philosophie que par le goût du difficile. C'est ça qui, d'une certaine manière, peut nous donner envie. Et surtout pas le plaisir ou la récréation du savoir, etc. Pour parler comme Nietzsche, c'est le goût du difficile. Et c'est ce que j'ai pu d'abord découvrir, effectivement, en lisant Nietzsche ou n'importe qui. D'abord, on n'y comprend rien. Et c'est précisément cela qui nous donne envie. C'est-à-dire que pour Deleuze, et là, cette fois-ci, je parle comme lui, on ne pense pas par idée, on pense par signe. Ce qui nous fait penser, c'est les signes. C'est-à-dire quelque chose qui est obscur, qui demande d'être interprété, et qui nous force à penser. Mais on peut prendre plein d'exemples, il en prend dans plusieurs registres. Chez Proust, ça peut être l'amour. Il prend l'exemple d'un amour de Swann. Il dit Swann est amoureux d'Odette de Crécy, il est même extrêmement jaloux, et toute sa pensée est mobilisée par sa jalousie. Il va essayer d'épier tous les signes que Odette de Crécy aimait, en cherchant à les décrypter. Parce que pour lui, l'amour, c'est, si je puis dire, la promesse d'un monde. C'est-à-dire que dans un visage, il y a tout un paysage, il y a tout un monde à explorer. Et qu'on a envie, si je puis dire, de pénétrer. Et on y pénètre par le décryptage de signes. Donc, et le signe, c'est pas des idées. C'est pas les idées qu'on vous donne, c'est des signes. C'est-à-dire des choses qui sont clair-obscur. Et c'est ça qui vous donne envie de penser. C'est ça qui vous donne envie d'apprendre. De pénétrer dans un monde qui vous est complètement d'abord étranger. C'est pour ça que ça, ce serait une autre manière de comprendre Proust. Il faut lire ce roman, c'est fabuleux, un amour de Swann. Si vous ne comprenez pas l'amour, alors on n'y comprend toujours pas après, rien, mais quand même un peu plus. Swann finissait après avoir souffert d'Odette de Crécy, dont il était extrêmement jaloux. Le livre se termine ainsi, et dire que j'ai gâché toutes ces années de ma vie à aimer une femme qui n'était pas mon genre. Ça finit comme ça. Mais au fond, il dit quelque chose de profond sur l'amour lui-même, c'est qu'on aime toujours des personnes qui ne sont pas de notre genre. C'est ça le véritable amour, c'est précisément quelqu'un qui sort de nos a priori. On s'attend à telle ou telle personne, et bien d'une certaine manière, c'est quelqu'un qui n'était absolument pas anticipé, qui nous donne envie de découvrir un monde qui nous était parfaitement d'abord inconnu. Quelqu'un qui n'était pas de notre genre, et qui nous émet des signes depuis un monde, si je puis dire, qui nous est d'abord étranger. Donc c'est ça d'abord penser. C'est quelque chose qui nous vient de l'extérieur, qui nous lance quelques signes, et qui va s'agir de déchiffrer, de décrypter. Voilà. Et en philosophie, très curieusement, moi qui suis passé par la case mauvais élève, c'est ça qui m'a permis d'en sortir.
c'est par ces signes qui m'étaient quasiment lancés depuis un autre monde que je suis allé, chemin faisant, comme le petit poussin, ramasser les signes et à y pénétrer. J'ai été comme violenté, forcé. C'est-à-dire que même aujourd'hui, si je pouvais ne pas penser, je préférerais. C'est fatigant, voyez. Mais ça y est, maintenant on est lancé. Donc, pour vous rassurer, ou pas, mais ça peut vous tomber dessus, ça peut vous arriver, attention. Hein. Et quand ça arrive, si je puis dire, c'est presque irréversible. Ça, c'est une autre manière de contester l'idée, d'abord, que nous aurions des capacités qui seraient inégales chez les uns et les autres, et qu'il s'agirait simplement de développer. Comme si nous étions intelligents de la même manière une fois pour toutes. C'est-à-dire que la chose pour moi, et pour un enseignant d'ailleurs en général, la chose la plus absurde, c'est le quotient intellectuel. Ça n'a pas de sens. De pouvoir quantifier l'intelligence et de croire qu'un individu est intelligent une fois pour toutes, de manière égale, dans toutes les situations de sa vie, c'est la chose la plus aberrante qui soit. D'abord parce que si c'était le cas, il n'y aurait aucune raison d'enseigner ou de vouloir enseigner. Et pour vous, il n'y aurait aucune raison de vouloir apprendre. À ce moment-là, Internet suffit. Il n'y aura pas besoin de professeur. Vous voyez. Moi, personnellement, je ne suis pas intelligent tout le temps de la même manière. L'été, je suis moins que l'hiver. Je sais pas, enfin, juillet, août, je suis moins. Quand j'ai bu, je suis moins intelligent. Enfin, ça change, c'est variable. Bref, c'est pas quantifiable. Précisément pour cette raison que tout dépend des rencontres. Tout dépend précisément de ce qui nous force, de ce qui nous invite à penser. Et je finirai par cet exemple qui vient de Bergson. C'était une conférence qu'il venait faire dans un lycée. La conférence s'appelle « De l'intelligence ». Et il terminait sur cette anecdote qu'il avait revu un ancien camarade de classe 20 ans plus tard. Et dans son souvenir, en classe, c'était plutôt ce qu'on appelle un élève médiocre qu'il connaissait, absolument pas très singulier. Je crois qu'il avait même redoublé 3 fois son bac, pour dire, il n'était pas très fort. Et Bergson le retrouve dans la rue par hasard, 20 ans plus tard, médecin honorable, avec une vivacité d'esprit qu'il ne lui avait pas du tout connue. Il s'étonne de voir quasiment un homme différent de celui qu'il avait pu connaître lorsqu'il avait 18 ans. Et il s'apercevait au fond qu'il avait trouvé sa passion, la médecine. C'est-à-dire que quelque chose, tout d'un coup, l'avait secoué, la médecine, où il avait pu, si je puis dire, concentrer toutes ses facultés, les ramasser en un point, les focaliser, de telle sorte qu'il a pu développer même des facultés qu'il ne soupçonnait même pas avoir. Et que tout d'un coup, il était devenu, et je vais vous citer le passage, il était devenu ce qu'il avait voulu être, un homme intelligent. C'est qu'il était devenu, par la suite, précisément par cette littérale métamorphose, même, hein, comme on pourrait le dire. Et voilà ce que Bergson nous dit, et je finirai ainsi. Donc, autant dire, rien de plus absurde que de quantifier l'intelligence. Mais celui qui a été ébranlé une fois, qui a été, si je puis dire, même jeté dans la pensée, sans l'avoir choisi, et bien tout d'un coup, c'est ça l'étonnant, se découvre parfois pouvoir donner plus qu'il ne pensait avoir, se découvre pouvoir penser peut-être plus aussi qu'il ne croyait pouvoir. Et reprenons l'exemple de ce camarade de classe, voilà ce que dit Bergson. J'ai su depuis que séduit et enveloppé par l'étude et surtout par la pratique de la médecine, et il parle de cet élève, il s'était ramassé en lui-même, qu'il avait tendu tous les ressorts de son âme, fixé sur un seul point son attention jusque-là distraite, lancé un appel à tout ce qu'il y avait en lui de puissance de vouloir et de s'émouvoir, et que, par un de ces transferts intérieurs de force, plus fréquents qu'on ne croit, ayant pour ainsi dire fait monter du cœur à la tête la masse d'énergie ainsi accumulée, il s'était fait ce qu'il avait voulu être, un homme intelligent. Donc, voici, au fond, ce que la philosophie aussi peut apporter dans cette manière de tout remettre à zéro, les compteurs,
Et là, on retrouverait des thèses bien classiques de Descartes ou tant d'autres, hein. Dans cette manière même de tout remettre en cause, de tout remettre en question. C'est une manière, au fond, de repartir de zéro, de ne pas considérer les choses comme jouées d'avance, et voilà, éventuellement de se mettre à penser. Voilà, j'ai essayé de vous dire, au fond, ce qui m'avait d'abord plu, hein, dans ce philosophe-là, que maintenant j'étudie moins, un peu curieux, mais qui m'avait convaincu et donné ce goût-là, qui ne m'a pas quitté depuis. Merci à vous.